Hamza, merci de nous recevoir à la mairie de Paris pour cet entretien sur la question Airbnb à Paris en Île-de-France. Rappelons que vous êtes adjoint à la mairie de Paris, chargé du logement, de l'habitat durable et de l'hébergement d'urgence depuis 2014. Nous commençons tout de suite. Selon vous, comment peut-on appréhender le plébiscite et l'essor des plateformes collaboratives type Airbnb aujourd'hui? Je dirais qu'elles se sont développées parce qu'au départ, elles répondaient à un besoin et qu'elles se prévalaient d'une image sympathique. Alors, je disais qu'elles relevaient de ce qu'on appelle l'économie du partage. Aujourd'hui, je ne dirais pas que les Parisiens plébiscitent Airbnb. Les Parisiens sont très partagés. Ils en ont vu un certain nombre d'avantages, mais ils en voient aujourd'hui tous les effets pervers. Et donc aujourd'hui, il y a une très forte demande de régulation de ce phénomène à laquelle la ville de Paris essaye de répondre avec les outils dont elle dispose. D'accord. Donc, du coup, quels en sont les impacts directs de ces plateformes sur le marché de l'immobilier parisien? Je dirais qu'il y a principalement trois impacts. Je parlerai là des effets problématiques liés à Airbnb. Et le premier impact, c'est qu'un certain nombre de professionnels se sont engouffrés dans la brèche et donc nous assistons à une transformation de logements en hôtels clandestins. C'est ainsi que nous avons perdu autour de 30 000 logements qui ont été transformés en machines à cash dédiées uniquement à des touristes, ce qui engendre une baisse démographique d'ailleurs concentrée dans les quartiers où Airbnb a fait plus d'essor. Un deuxième problème qui est un problème lié à des nuisances de voisinage. Ça a l'air bête, mais enfin, en tout cas c'est un problème concret auquel les Parisiens sont malheureusement confrontés, et c'est sur cette base-là qu'en général ils se tournent vers la ville pour se plaindre. Et puis troisièmement, au fond, c'est la question de l'identité de Paris et d'un certain nombre de quartiers qui est aujourd'hui posée, avec le risque que nous devenions une ville visitée et non plus une ville habitée. D'accord, très bien. Mais est-ce que vous pensez qu'il c'est possible de concilier une large proposition, une diversité d'offres touristiques, justement de meublés, et tout en répondant à la concurrence déloyale? Je dirais que c'est une question d'équilibre à trouver et de curseur à mettre au bon endroit. Bien sûr, Paris est une ville attractive, Paris est une ville touristique et nous n'avons pas nous en plaindre, tant mieux. C'est un honneur qui nous est fait d'être une ville aussi visitée. Simplement, le problème, c'est qu'à un moment donné, le tourisme, son développement se fait au détriment des Parisiens et au détriment du logement. Et nous ne pouvons pas accepter, comme ville, comme municipalité, comme élu en charge de l'intérêt général de cette ville, que nos habitants souffrent de cette situation. Et quand, dans les arrondissements du centre de Paris, on a un logement sur 4 qui ne sert plus à loger des habitants, il y a un problème. Et donc nous, notre rôle, c'est de mettre des limites et de dire ça ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas mis la bonne limite. Pourquoi? Non pas parce que la ville de Paris n'aurait pas la volonté de le faire, mais parce qu'aujourd'hui, nous dépendons pour l'essentiel du bon vouloir de l'État qui ne nous permet pas de mettre en place des outils de régulation suffisamment puissants. D'accord. Est-ce que vous recevez justement beaucoup de Parisiens qui viennent se plaindre de cette situation? Tous les jours. D'accord. À la fois des Parisiens qui m'abordent dans la rue, mais surtout des Parisiens qui nous écrivent, soit à moi, soit au service, pour nous signaler des cas problématiques. Des habitants qui nous disent tout simplement que dans leur immeuble, ils ne sont plus chez eux. Parce que au premier étage, il y a un appartement qui ne sert plus qu'à ça, au 6e étage, pareil, et on le sait très bien, quand on est touriste, on n'a pas le même rythme de vie que lorsqu'on est habitant à l'année. Donc inévitablement, cela conduit à des nuisances de voisinage, des codes qui sont donnés à la terre entière et qui du coup ne servent plus à rien, ce qui engendre des problèmes de sécurité. Donc une addition de problèmes qui fait que les Parisiens nous demandent de réguler plus. C'est d'ailleurs assez frappant. Quand moi je suis devenu adjoint en charge du logement en 2014, les Parisiens me disaient qu'ils ne comprenaient pas bien pourquoi nous souhaitions comme municipalité réguler ce phénomène. Et aujourd'hui, les Parisiens ont plutôt tendance à nous reprocher de ne pas en avoir fait assez. Ça traduit une évolution des mentalités qui est assez forte sur cette question. Et en référence à votre livre, justement, paru en 2018, Airbnb, Paris, la ville ubérisée, pardon. Est-ce que ces mesures, dans quelle mesure on peut dire que ces activités d'Airbnb répondent en fait dans le processus d'ubérisation?
Airbnb s'inscrit totalement dans une logique d'ubérisation. Simplement, la question qui se pose à nous comme ville est la suivante, c'est que nous sommes confrontés à des boîtes qui relèvent de l'économie ubérisée, qui se développent très très vite. C'est le cas d'Uber, c'est le cas d'Amazon, c'est le cas des trottinettes, là. C'est le cas de Deliveroo. Et ces entreprises se développent à vitesse grand V. Vous avez vu comme on a été envahi par les trottinettes en quelques mois. Elles répondent à un besoin en général, donc elles se développent rapidement. Elles engendrent beaucoup d'effets pervers. Et face à cela, les municipalités sont en général complètement démunies. Et c'est le combat de David contre Goliath d'une certaine manière, un combat à armes inégales, des boîtes très puissantes et des villes impuissantes. Et donc, c'est un défi qui est lancé au pouvoir public, parce que le rôle d'une municipalité, c'est de défendre l'intérêt général. Le rôle de ces boîtes, c'est de gagner de l'argent. Et donc, il faut que nos villes se dotent de moyens qui leur permettent de faire face. Non pas pour interdire ces activités, mais pour réguler ces activités. Et faire en sorte qu'elles ne nuisent pas à l'intérêt des habitants qui nous ont élus et que nous sommes censés défendre. Donc c'est un vrai défi, passionnant par ailleurs, mais c'est un défi auquel nous n'avons pas totalement répondu aujourd'hui parce qu'on n'a pas les outils juridiques pour le faire. D'accord, et quelles sont justement déjà les régulations mises en place, les mesures prises? Alors sur Airbnb, on a un arsenal juridique qui a été mis en place, à la fois des outils réglementaires, on n'a pas le droit de louer plus de 120 jours par an, on est obligé de se déclarer auprès de la ville pour pouvoir louer. Deuxièmement, nous avons mis en place des contrôles pour vérifier que cette réglementation est appliquée. Et puis troisièmement, il y a des condamnations à la clé pour les propriétaires qui ne louent pas leur logement dans le cadre des règles fixées, avec une amende qui peut aller jusqu'à 50 000 € par appartement loué illégalement. Donc, du point de vue réglementaire, on a fait ce qu'il faut pour responsabiliser les propriétaires, les loueurs. Là où, à mon avis, on fait face à une faille, c'est qu'aujourd'hui, on responsabilise les propriétaires qui louent mal, mais on ne responsabilise pas les plateformes. Et donc, on a une réglementation un peu boiteuse. Moi, ce que je pense, c'est que si on veut réguler ce phénomène, il faut marcher sur les deux jambes, bien sûr responsabiliser les propriétaires, mais joindre à cette responsabilité des propriétaires une responsabilité des plateformes. D'accord. Parce que vous défendiez aussi justement l'idée d'interdire la location de meublés par Airbnb dans les arrondissements centraux de Paris. En tout cas, je pense que la question mérite d'être posée. On ne peut pas d'un côté constater que sur l'île Saint-Louis, c'est devenu un phénomène tellement massif qu'il n'y a quasiment plus d'habitants, et puis de l'autre, ne pas avoir la possibilité d'interdire si on estime que ça a pris des proportions trop importantes. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est que les Parisiens puissent trancher cette question par eux-mêmes et qu'on puisse avoir un référendum sur ce sujet, qui peut d'ailleurs être un référendum gradué, différentes possibilités. Oui. On peut réduire drastiquement le nombre de jours, aujourd'hui c'est 120 jours, on pourrait descendre à 30, on pourrait aussi interdire dans un certain nombre de quartiers, dans un certain nombre d'arrondissements. Toutes ces questions, à mon sens, elles mériteraient d'être tranchées par les habitants qui subissent les conséquences de cette plateforme et qui sont bien placés pour dire s'il faut continuer ou arrêter. D'accord, mais ne pensez-vous quand même pas que cette interdiction totale, elle tendrait à pénaliser les habitants qui louent en toute égalité, qui souvent vont percevoir un... Moi, je ne suis pas favorable à une interdiction générale, éventuellement une interdiction ciblée, et puis troisièmement, je pense que le mieux c'est que les Parisiens d'où l'outil du référendum, qui sur une question comme celle-là paraît être assez juste. Il y a d'ailleurs eu des référendums à San Francisco, ce qui n'a pas abouti sur une interdiction, notamment parce qu'Airbnb a fait des campagnes de communication à grand renfort d'argent. Enfin, en tout cas, au moins il y a eu un débat. Moi je suis favorable à ce que ce débat ait lieu et qu'il puisse être tranché par un vote. Justement, pour rebondir à cette question du projet d'interdiction, je ne pense pas que ça va aussi impacter les autres arrondissements et autres proches banlieues, justement. C'est là qu'on peut avoir une difficulté. Effectivement, un effet splash sur les autres arrondissements. Tout ça se regarde, ça mérite d'être étudié. Mais on pourrait aussi imaginer une diminution à 30 jours sur l'ensemble de Paris. Pour moi, rien n'est tabou.
Mais en tout cas, je pense que si on veut que le rapport de force entre ces plateformes et la municipalité évolue, il faut que la ville puisse disposer d'outils nouveaux et qu'Airbnb sente qu'une étape supplémentaire de régulation peut être franchie si les règles ne sont pas appliquées. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'un travail de réflexion soit l'est déjà ou pourrait être entrepris avec les socioprofessionnels du tourisme, avec les hôteliers pour éventuellement proposer de nouveaux hébergements touristiques plus compétitifs, moins chers? Nous sommes évidemment en dialogue régulier avec les hôteliers. D'abord parce que les hôteliers sont évidemment très inquiets du développement de ce phénomène. Moi, je suis adjoint au logement, donc je m'occupe du sujet essentiellement avec ma casquette de défenseur du logement des Parisiens, mais on voit bien qu'on a affaire à une concurrence déloyale sur le plan du tourisme, parce que les hôteliers sont confrontés à des normes qui sont extrêmement rudes, ils payent des cotisations sociales, enfin bref, comme n'importe quelle PME, ou voilà, des PME, comme n'importe quel patron, ils sont confrontés à des règles. Airbnb n'est soumis à aucune espèce de règle. Donc c'est quand même un peu un combat à armes inégales. Donc bien sûr qu'on discute avec les hôteliers. On a d'ailleurs obtenu un certain nombre d'avancées qui visent à rétablir un peu d'équité, notamment le fait qu'Airbnb est devenu organisme collecteur de la taxe de séjour, parce que jusqu'à présent il n'y a pas de taxe de séjour sur les logements Airbnb. En complément de ça, évidemment, nous travaillons main dans la main avec le secteur de l'hôtellerie pour créer une offre nouvelle qui soit adaptée à des gens qui souhaitent voyager pour pas trop cher. Et c'est notamment le développement d'une gamme hôtelière 2 étoiles, donc moins chère que 3 ou 4 étoiles, et puis surtout le développement d'auberges de jeunesse, notamment de grosses auberges de jeunesse à Paris. Il y en a plein d'endroits, mais qui justement sont moins chers et qui correspondent aussi à cette clientèle-là, disons. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pensez que ce constat qu'on a pu faire avec Airbnb est le même avec d'autres plateformes de location, telles qu'Habitel? Oui, c'est les mêmes questions. D'accord. Airbnb est leader, oui. Pour le meilleur et pour le pire. Simplement, toutes les plateformes ne sont pas, de mon point de vue, allogées à la même enseigne. D'autres plateformes comme Booking, par exemple, elles, sont plutôt astreintes à respecter les règles que nous avons mises en place et qu'on a moins de difficultés avec. Voilà, ça dépend des plateformes. D'accord. Nous vous remercions. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à ma question. Avec plaisir.